Bonsoir à tous. Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité et non plus des biens meubles. Cette année, le Code civil doit changer. Notre façon de voir, de traiter les animaux est-elle en train d'évoluer ? Que savons-nous de leur intelligence? Pourquoi sommes-nous capables d'éprouver tant d'affection envers un chat, un chien, au point de les considérer parfois comme de vraies petites personnes? Et puis faut-il davantage réprimer les pratiques épouvantables infligées aux animaux dans certains abattoirs, poulaillers ou autres fermes plus ou moins clandestines? C'est le sujet de cette émission, de ce C'est dans l'air, que nous avons décidé d'intituler ce soir « Mon chat est-il une personne ?» Alors, pour répondre à nos questions, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Marie-Claude Baumsel. Vous êtes docteur vétérinaire, professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Vous êtes aussi présidente de l'Institut Jane Goodall France. C'est une organisation de protection de la biodiversité. Nous accueillons également Georges Chapoutier. Vous êtes neurobiologiste et philosophe. Vous avez écrit avec Françoise Triste-Anipoto Le chercheur et la souris sur l'expérimentation animale aux éditions du CNRS. Nous accueillons également Christophe Blanchard. Vous êtes docteur en sociologie. Vous êtes maître de conférences à Paris 13 et vous êtes aussi maître chien. Et vous venez de publier aux éditions La Découverte Les maîtres expliqués à leurs chiens. Également, enfin, nous accueillons Muriel Falaise. Vous êtes juriste, maître de conférences en droit privé à Lyon 3. Et puis vous travaillez en particulier sur la protection juridique des animaux. Alors, peut-être, première question, toute bête, qu'est-ce que ça change, peut-être juridiquement, mais même au-delà, cette notion d'être vivant doué de sensibilité par rapport à des biens meubles? Qu'est-ce que ça va changer techniquement pour les animaux à partir de 2015? Rien? Voilà, pas grand-chose. Parce que ça reste quand même un bien. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que l'animal, de toute façon, a toujours un propriétaire. Donc, qui dit propriétaire dit qu'on va appliquer un certain nombre de règles qui sont communes à d'autres biens, notamment aux biens meubles. Alors, on les distingue, ça permet quand même de mettre en conformité, on va dire, le droit civil avec d'autres aspects de notre droit, notamment avec le Code rural qui, depuis 1976, considère les animaux comme des êtres vivants sensibles. Donc ça permet effectivement quand même de mettre en adéquation les différents codes de notre pays. Mais techniquement, ça ne va pas avoir de conséquences. Alors on pourra en parler un petit peu plus tard, ça risque quand même d'avoir certaines conséquences, notamment dans la manière dont les juges vont pouvoir sanctionner les atteintes qui sont portées aux animaux. Parce qu'on va voir, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, on va voir que, effectivement, les mauvais traitements, les actes de cruauté ne sont pas tant que cela sanctionner, en tout cas à la hauteur de ce que souhaiteraient un certain nombre de personnes et d'associations. Parce que c'est interdit aujourd'hui de maltraiter un animal? Le code pénal, effectivement, prévoit un certain nombre de sanctions. Il y a différents degrés en fonction de la maltraitance qui va être effectuée à l'égard de l'animal. Animal de compagnie, donc animal de compagnie, animal d'élevage. Les animaux sauvages, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, sont exclus pour l'instant. Alors voilà, parce que c'est la question que j'allais vous poser. Quels sont les animaux? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'animaux qui sont concernés par cette nouvelle définition que sont des êtres vivants doués de sensibilité? Alors, ce sont tous les animaux qui, on va dire, ont une proximité avec l'homme. Donc les animaux de compagnie, notre chien, notre chat, mais ça peut être également la souris, si l'animal de compagnie... Un cochon d'Inde, un hamster... Un poisson rouge, etc. Un poisson rouge. Donc on n'a pas le droit de maltraiter un poisson rouge. Ce sont également les animaux d'élevage ou les animaux sauvages dès lors qu'ils sont captifs. Donc finalement, pour l'animal sauvage, il vaut mieux être captif ou apprivoisé que d'être un animal sauvage au sens strict. Georges Chapoutier? Oui, je veux intervenir là-dessus. C'est pas aux scientifiques de faire les lois, bien entendu. Mais dans des cas comme ça, le scientifique a apporté sur le plan de l'expertise. Et effectivement, quand la loi dit l'animal c'est un être vivant doué de sensibilité, les plantes aussi sont des êtres vivants doués de sensibilité, elles sont sensibles à la lumière par exemple. Donc où faut-il s'arrêter? Qu'est-ce que c'est qu'un animal? Il faut définir ce que c'est qu'un animal. On a parlé de la différence entre animal domestique et animal sauvage, ça conduit effectivement à des absurdités sur un plan biologique. Un faisan, chez vous, dans votre basse-cour, il est protégé des mauvais traitements parce qu'il est dans l'ambiance de l'homme, dans l'entourage de l'homme, il passe dans la nature. Et là, vous avez le droit de le torturer. Voilà, exactement. Donc ça devient absurde. Je veux dire que c'est le même animal avec la même sensibilité. Maintenant, qu'est-ce qu'un animal? Pas de mauvais traitements sur les animaux. Est-ce qu'il faut faire des mauvais traitements ou non à une moule, à une huître?
Donc, il importe de définir ce qu'on entend par animal. Et je trouve que le juriste, là, n'est pas assez précis sur la définition de ce qu'on entend par un animal. C'est pas simple à faire non plus. En l'occurrence, un animal, on est obligé de considérer que c'est la proximité avec nous, c'est-à-dire, bon, c'est la théorie actuelle, hein, les vertébrés, j'allais dire, c'est-à-dire mammifères, oiseaux, poissons, reptiles, certains invertébrés qui sont fort intelligents, enfin, on a même une certitude. Attendez, un lézard de compagnie, alors, serait protégé par la loi dès lors ? Il est automatiquement, comme on vient de l'expliquer, à partir du moment où il y a... Un serpent, un scorpion de compagnie ? En fait, il y a les animaux donc domestiques, parce qu'il y a quand même un groupe qu'on a oublié, les animaux domestiques qui sont proches de nous. Il y a ceux qui sont de compagnie, comme on veut dire, chiens, chats et autres nouveaux animaux de compagnie, serpents, reptiles, hélas, lapins, rongeurs, ça c'est mieux. Il y a les animaux de rente qui, eux, sont complètement oubliés, c'est-à-dire tout le bétail domestique, les quelques 20 millions de vaches et autres genres... Et qui vont à l'abattoir aussi ? Qui vont à l'abattoir aussi, qui sont en principe reconnus là comme des animaux d'êtres sensibles et qui devraient être extrêmement protégés, mais on considère que comme ils vont vers la nourriture, ils sont bien traités jusqu'à l'abattage, ce qui n'est pas vrai, on va sans doute en parler. Et puis les animaux sauvages en général, les cerfs, les sangliers, alors ce sont ou des gibiers, on le voit, ou des nuisibles. Les nuisibles, c'est pas ni les rats, ni les pigeons, ni autres. Les nuisibles, ce sont des listes absolument stupides, souvent, qui sont édictées, où il y a le furet, où il y a différents animaux, ou le ragondin, parce que ça, en plus, c'est une espèce qu'on appelle intruse, un animal sauvage qui est venu chez nous et qui a détruit les berges, par contre. Donc, vous voyez, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce que vous voulez dire, c'est que la liste des animaux qui sont éligibles à l'étiquette être vivant doué de sensibilité, que cette liste, elle est floue, elle n'est pas claire. Voilà. Elle ne peut pas être claire. Elle est régie par différentes lois. Comme a très justement dit Madame, ça a permis d'avoir un lifting sur toutes les lois, mais le problème reste entier au niveau des animaux. À partir du moment où on ne les définit pas, ce qui est pratiquement impossible par rapport à la loi, mais ils ont quand même différentes... actes juridiques vis-à-vis d'eux. Je ne crois pas qu'on puisse ne pas définir les animaux. On peut les définir, mais il faudrait définir des classes à ce moment-là. Oui, voilà. Oui. On ne va pas défendre la puce et le moustique. Non, Christophe Blanchard ? C'est la question aussi de la sensibilité et une question assez complexe à aborder pour le juriste, je pense. Et je souhaite bon courage aussi aux éventuels juges. Ah oui, une huître d'élevage rentre dans la catégorie, d'après ce que j'ai compris, d'un animal, alors qu'on le mange vivant. C'est pas la même sensibilité qu'un chimpanzé, bien entendu. C'est là où le scientifique peut intervenir. De préciser un petit peu la notion de sensibilité, la notion de conscience, les niveaux de conscience. Alors il faudrait être capable d'évaluer la souffrance d'une huître quand on la dévore. Il faudrait surtout donner des classes d'animaux qui n'ont pas le même niveau de conscience. Ce qui est quasiment impossible. Non, c'est pas quasiment impossible. Donc Muriel Falaise, en fait, ça ne change rien, cette espèce d'étiquette. Si, parce que justement, pour rejoindre ce que vous êtes en train de dire, il va falloir effectivement préciser ce qu'est un animal, et au-delà de ce qu'est un animal, ce qu'est un animal être sensible. Et effectivement, alors on constate là aujourd'hui qu'on n'a pas de définition précise, mais j'allais dire que c'est plutôt une bonne chose de ne pas avoir de définition précise. Parce que la science évolue, au même titre que le droit, et effectivement le droit va prendre appui sur les résultats et les avancées scientifiques, et on ne sait pas aujourd'hui si une classe d'animaux qui sont non considérés comme étant sensibles ne le seront pas demain. Donc il ne faut pas avoir une définition fermée. En tous les cas, la maltraitance animale est déjà condamnée. Alors à la clé, il y a des amendes, parfois lourdes. Il y a même aussi de la prison, parfois. Reste la question de tous ces animaux, on en parlait, qu'on envoie à l'abattoir, alors à des fins alimentaires ou à des fins vestimentaires, parfois. Doit-on là aussi parler de maltraitance animale? C'est un sujet de Barbara Steck et Thomas Buillet. Depuis quelques semaines, Skippy, Rex et Zazou sont considérés par le Code civil comme des êtres vivants doués de sensibilité. Jusque-là, ces chiens avaient le même statut qu'un meuble. Une mesure symbolique, mais qui permet de mettre en avant le droit des animaux. Dans le code pénal et le code rural, ils en avaient déjà conscience que c'était un animal sensible. Donc là, en fait, il y a un accord entre les trois codes. Donc là, c'est une grande avancée. Après, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête maintenant. Il va falloir évoluer là-dessus. Ce que l'on aimerait bien, c'est que les gens qui font du mal gratuitement soient punis pour ne plus recommencer l'acte qu'ils ont fait. Dans ce refuge SPA, de nombreux animaux maltraités sont recueillis après avoir été saisis. Et pour les défendre, des avocats spécialisés.
Ce jour-là, au tribunal de Senlis, le client de Maître Souplet est un chien battu. Oui, il s'agit d'un dossier dans lequel le propriétaire de l'animal s'est acharné contre lui, à coups de hachette sur la tête. Alors je vais vous montrer les photos, comme elles sont encore plus parlantes. Vous voyez ce chien tuméfié au niveau de la tête, il a même un œil crevé. Poursuivi pour acte de cruauté, le propriétaire risque entre autres une peine de prison avec sursis et l'interdiction à vie de posséder un animal. En février dernier, le lanceur de chat avait lui écopé d'1 an ferme. Une condamnation qui reste exceptionnelle et à la mesure du casier judiciaire du prévenu. La personne qui est donc attrait devant le tribunal est quelqu'un qui parfois n'a jamais été condamné. Par conséquent, on va lui appliquer les règles et les peines qui sont applicables de manière générale. Pour toutes les autres infractions, ce serait la même chose. On ne va pas commencer systématiquement par une peine ferme. Il va y avoir une amende ou bien il va y avoir directement une peine avec sursis parce que tout de même, lorsque l'affaire est grave, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Les associations de protection animale ont cette utilité d'expliquer la souffrance qu'a pu endurer un animal parce que parfois, le tribunal ne s'en rend pas compte. Ça, c'est assez aberrant parfois. Des associations qui, pour certaines, revendiquent la fin de l'exploitation animale. En France, chaque année, plus d'1 milliard de bêtes sont élevées et abattues dans des conditions parfois discutables. Images et actions choc sont les armes de ces militants de la cause animale. Bonjour. Sur le foie gras, comment c'est produit aujourd'hui? La vie des canards, elle commence dans un couvoir où on trie les mâles et les femelles. Dans le foie gras, on ne se sert que des mâles en ce qui concerne les canards. Donc les femelles sont gazées ou broyées dès la naissance en général. L214 milite pour la fin de la consommation alimentaire et vestimentaire des animaux. Des plumages d'oies à vif pour la confection de doudounes à la fabrication du foie gras. L'association dénonce la torture infligée aux bêtes. Là, on voit très bien les canards qui sont détenus dans des cages. Sur d'autres images, on voit qu'ils peuvent à peine bouger, que la cage, elle fait juste le tour de leur corps. Il y a l'embuc qui leur est enfoncé jusqu'au jabot pour propulser une quantité de nourriture qu'ils n'auraient jamais pris tout seuls. Aujourd'hui, on peut encore entasser des poules pondeuses dans des élevages en batterie. Les poulets, c'est pareil, les cochons sont à 95% sur des caillebotiers, etc. Donc, il y a déjà des mesures qui pourrait soulager un petit peu ce qui se passe pour les animaux. Mais enfin, le gros du boulot, ce serait vraiment d'arrêter de les consommer déjà. C'est nous aussi, en tant que consommateurs, chaque fois qu'on achète, c'est avec notre porte-monnaie qu'on vote. Un message qui, sur le foie gras, semble faire son chemin. Dans un récent sondage, un Français sur 2 s'est dit favorable à l'interdiction du gavage. Alors, question Internet. Avec cette loi, le fait de faire souffrir un animal avant de le tuer est-il répréhensible? Il l'est de toute façon. On n'a pas le droit de faire souffrir un animal domestique, enfin de compagnie, selon... Non, sauf dérogation. Sauf dérogation. La corrida, la chasse et plein d'autres choses. Voilà, non, mais de toute façon, c'est répréhensible. Et d'après cette loi, oui. En fait, c'est parce qu'ils ont reconnu, donc c'est un être sensible, mais il y avait déjà l'acte de cruauté qui était touché par le code pénal. Ça n'a fait que une égalité des codes, si vous voulez. Ça n'a pas résolu le problème en soi de la cruauté qui est acceptée, par exemple, pour les animaux, comme on a vu, le gavage, la fourrure et ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une compassion grandissante à l'égard de ces animaux? Et si oui, comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est pas Internet qui est le meilleur ami de ces animaux? Finalement, on voit ces vidéos, on ne le voyait pas avant, on ne voyait pas ce qui se passait dans les couveaux, là où, avec les poussins, etc. Non? Est-ce qu'Internet... Vous avez à la fois raison et tort. C'est vrai que le fait qu'il y ait eu l'image est formidable parce que les gens le voient. Alors, on reproche, là, faut voir le côté des gens, des animaux, ils disent on ne travaille pas systématiquement comme ça, on ne montre que les horreurs. Bon, c'est en partie vrai aussi. C'est que les images peuvent être manipulées, voilà, elles le sont. C'est pas vrai non plus. Elles ont été exactes, mais depuis elles ont corrigé. Donc ça a été un plus. À l'inverse, Internet a amené aussi une banalisation de n'importe quoi. Si vous regardez chat, chien ou autre, les gens font n'importe quoi pour faire rire ou pour s'amuser ou ils les font sauter en l'air et tout. C'est qui tout double. En plus, on les vend par Internet. Par exemple, le commerce devient de plus en plus illicite pour des animaux qui sont protégés par la loi. Ça, c'est au niveau de l'environnement et ils sont vendus par Internet sans certificat, sans rien. Donc, comme toujours, il y a un plus et un moins. Mais il y a de la cruauté gratuite, filmée, qui se montre sur Internet, bien sûr, et qui désormais est répréhensible. Automatiquement. Il y a toujours le balancement. Mais sur ces histoires-là d'oies plumées vivantes, il y a une vidéo également qui montre des lapins
les lapins angora, dont on arrache les poils vivants, elles sont épouvantables ces images, parce qu'on entend même le lapin hurler. Est-ce que ça a toujours existé ou est-ce que non, aujourd'hui, malheureusement, le commerce fait qu'il y en a de plus en plus de ces fermes épouvantables? Je pense que forcément la surconsommation qui est la nôtre généralise un petit peu, des attitudes inhumaines finalement envers ces animaux en élevage, mais dans le même temps, il ne faut pas être naïf non plus. C'est-à-dire que dans les fermes d'antan, etc., tuer le lapin à la dure et lui arracher la peau telle qu'elle, ça se faisait aussi. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur une échelle tout autre, avec parfois une violence extrême et qui est visible effectivement sur le net, etc. Mais est-ce que quand on égorge un cochon, de toute façon c'est épouvantable et si vous le filmez, les gens seront révoltés. Donc la seule solution, ce qu'il disait, c'est de ne plus manger de cochon si on ne supporte pas la souffrance de cochon au moment de l'égorgement. Non, mais ce qu'il faut aussi préciser qu'on n'a pas fait depuis le départ, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait la législation c'est un petit peu comme un millefeuille. On a plusieurs couches. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle du code civil, on a le code pénal, on a également la législation européenne. Et en matière d'abattage, c'est un règlement européen qui est entré en vigueur en début 2013. Alors il y a des dérogations jusqu'en 2019, donc malheureusement les animaux vont devoir encore un peu patienter. Mais la règle, c'est justement l'étourdissement pour qu'il n'y ait pas la souffrance. Mais malheureusement, qui dit règle dit exception. Et il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues, notamment pour la consommation privée, ou pour d'autres types de pratiques, ce qui est appelé les pratiques récréatives, la chasse, la pêche. Pour les reptiles, les amphibiens, etc., c'est pareil. Donc tout le débat sur l'étourdissement qui ne serait pas conforme, qui ne serait pas halal, etc., il sera réglé en 2019 par l'Europe qui imposera l'étourdissement dans les abattoirs. C'était pas le cochon, pardon, parce que le cochon halal... Non, mais là on parle pas on parle plus du cochon. Là, ce qu'impose la réglementation européenne, qui est déjà en vigueur, mais avec des dérogations pour permettre d'adapter et de mettre aux normes un certain nombre d'abattoirs. Ce que prévoit cette nouvelle réglementation, c'est qu'il y a un référent bien-être animal dans chaque abattoir. Et donc ce référent aura pour mission d'abord de tenir un cahier où il sera effectivement prévu que toutes les procédures sont respectées pour que les animaux soient étourdis, hormis les exceptions que j'ai citées. Et parmi ces exceptions, il y a également les pratiques religieuses. Les adorations religieuses. Voilà. Donc ça laisse la porte ouverte à chacun fait ce qu'il veut. Non ? Oui, le problème, c'est que sous couvert de pratiques religieuses, on tue sans étourdissement des quantités d'animaux qui ne vont pas vers des consommateurs religieux. En d'autres termes, un certain nombre d'abattoirs peu respectueux de la loi utilisent cette dérogation pour faire des abattages sous couvert de religion, alors que parce que ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, c'est ça. Pour des questions de rentabilité essentiellement. Et c'est épouvantable pour l'animal d'être tué sans étourdissement. C'est très pénible, bien sûr. Que sait-on de la souffrance animale? Est-ce qu'on ne projette pas d'ailleurs notre souffrance sur celle de notre souffrance humaine sur celle de l'animal? Je sais, pardon, en tant que vétérinaire, je peux vous affirmer que j'ai eu le malencontreuse. Autrefois, on anesthésiait peu les animaux. Vous voyez instantanément la différence. Là, il n'y a pas besoin de demander. Ils ont bien entendu un système nerveux évolué. Mais la peur de la mort, elle est très forte. Ça, c'est une idée très préconçue. Quand on sait qu'on va passer à l'abattoir, quand on monte sur l'échafaud, c'est horrible comme ça. Oui, mais l'animal l'a-t-il, ça? Bien sûr. Quand une vache attend de toute façon à l'abattoir, elle ne voit pas, parce que ça c'est une obsession. L'animal, la vache, elle entend et elle sent surtout pratiquement les odeurs et elle est complètement stressée. Elle est hors de son milieu. Elle a des sentiments, des émotions comme tout le monde, une peur atroce et en plus elle va subir une mort atroce. Parce que si c'est en halal ou peu importe, ou en cachère, en rituel, disons, c'est pas du tout un problème religieux fondamental. C'est quelque chose dont personne ne veut vraiment discuter. On la met dans une espèce de tonneau où elle est tournée brusquement et égorgée à vif. On ne peut pas penser. Et elle le sent venir, d'où le stress, bien sûr, qui amoindrit d'ailleurs la qualité de la viande, dit-on. Elle a une angoisse terrible, c'est automatique. Elle va mourir. Elle est angoissée, elle est stressée, tout comme un chien qui vient chez le vétérinaire, par exemple. Oui, personnellement, oui, parce qu'on dit que c'est la différence entre l'homme et les animaux. Oui, l'animal ne sait pas qu'il va mourir. Personnellement, je pense qu'un homme peut beaucoup plus admettre et comment dirais-je, accepter une souffrance à partir du moment où il le sait que quelque chose où il vit dans l'inconnu. Vous, Georges Chapoutier. Oui, je ne sais pas si l'animal sait qu'il va mourir ou non. Je pense que dans le cas, il doit savoir. Mais il sent bien qu'il va leur arriver quelque chose de très déplaisant. Et donc, le fait de savoir ça, sans savoir ce que c'est, je pense que ça doit être aussi stressant que le fait de savoir qu'on va mourir. Donc,
Comme l'a dit Madame Bomsel, les animaux, les vertébrés, hein, les mammifères, ils ont la même structure cérébrale que nous. Ils ont les mêmes émotions, ils ont les mêmes sentiments. Mais où ça? Alors, maintenant, on a de la compassion pour une vache, etc., pour les vertébrés, parce que ça nous ressemble, mais... Alors, est-ce qu'il y a des animaux dont on se dit, bon, bah alors toi, le crabe, on te plonge vivant dans de l'eau bouillante, là, il n'y a pas de maltraitance animale possible, n'est-ce pas? La question des crustacés est très discutée, on ne sait pas. C'est le point d'interrogation des crustacés. Alors, on ne sait pas. Le crabe, de toute façon, en l'occurrence, souvenons-nous, quand on le faisait cuire à l'eau froide, c'était une époque aussi où on nous faisait croire que c'était beaucoup mieux. Et moi, j'ai souvenir enfant de voir ce pauvre crabe qui... Donc vous aviez alors, bien sûr, jusqu'où la crevette? Mais bien sûr, la crevette, évidemment. Bon, après, c'est beaucoup plus rapide. Il y a moins de conscience, si vous voulez. Mais il y a une souffrance indiscutable. Personne ne peut discuter. On hésite actuellement, effectivement, à l'huître où ce serait juste un réflexe nerveux, où il y aura une souffrance instantanée. Mais les autres, on verra d'ailleurs qu'en plus ils ont des notions d'apprentissage et tout. On ne sait pas très bien ce qu'elle est, mais il est clair que la crustacé a une forme de souffrance. Alors, il y a un certain nombre de travaux qui suggèrent maintenant, on fait faire des choix, des crabes, des choses comme ça, et on montre qu'il y a une certaine appréhension dans certaines situations. Donc, il y a alors, jusqu'où va la conscience du crabe? Encore une fois, ça mérite davantage d'études. D'accord. Donc, en fait, il n'y a plus de frontières entre, d'un côté, l'homme, l'animal. On souffre tous et il faut tous faire attention les uns les autres. Non, on souffre tous, mais pas tous de la même manière. Ouais. Pas tous de la même manière. Je vais vous donner un exemple chez l'homme. Quand on fait une extraction dentaire, dans certains cas, on vous attache les mains tellement c'est douloureux, mais vous êtes anesthésié. Dans la mesure où il y a une anesthésie de la conscience, la souffrance est très, très grande, on considère que c'est OK. En d'autres termes, la question, c'est plus une question de conscience qu'une question de souffrance en tant que telle. Je vous pose cette question sur la frontière entre l'homme et l'animal parce que en Argentine, je ne sais pas si vous avez vu, là, il y a un tribunal qui a décidé de libérer un orang-outan qui était dans un zoo derrière une cage, en disant, alors l'orang-outan s'appelle Sandra, elle a 29 ans, en disant, ce pauvre orang-outan est derrière une barrière depuis 29 ans, il n'a pourtant rien fait de mal, libérez cet orang-outan, qui d'ailleurs est bien incapable maintenant de vivre tout seul dans la jungle. Mais voilà, on parle de personnes non humaines. Oui, là c'est question de niveau de conscience. L'orang-outan, il a un très haut niveau de conscience. C'est pas seulement une question de douleur, c'est une question de niveau de conscience. Un animal qui a un niveau de conscience élevé peut apprécier effectivement grandement sa liberté comme peut l'être. C'est vrai ou c'est parce qu'il nous ressemble? Alors, ça, c'est un problème. L'orang-outan, c'est aussi parce qu'il nous ressemble. Il y a des animaux qui ont un niveau de conscience certainement aussi élevé que l'orang-outan. Je pense aux dauphins, aux éléphants, etc. Ouais. Mais auxquels on attribue moins d'intérêt parce qu'ils nous ressemblent moins. Donc là, il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir. Qu'est-ce que je t'inflige à toi? Tout à fait. Et vous en pensez quoi, vous, de considérer que l'orang-outan est une personne, virgule, non humaine? Voilà, virgule, non humaine. Nous avons des personnes qui sont des personnes physiques, nous avons des personnes qui sont des personnes morales. Ça ne choque personne. La société, l'association est une personne morale. Donc il ne faut pas mettre derrière le terme de personne ce que l'on ne souhaiterait pas entendre. Qualifier un animal de personne animale, c'est pas plus choquant que de qualifier une société de personne morale. On peut imaginer que dans une génération, il n'y ait plus de zoo. On estime que finalement c'est un traitement dégradant qu'on inflige à des bêtes. En France, on en est quand même loin parce qu'il faut savoir qu'au sein de l'Union européenne et des 28 États membres, franchement, la France fait office de mauvais élève. On parlait du gavage tout à l'heure. Il y a quand même 12 États membres qui ont interdit le gavage. La France, ce n'est pas le cas. La présence d'animaux sauvages dans les cirques, c'est pareil. Alors, au niveau zoo, bon, moi je connais bien le problème, mais travaillant dans un zoo, en l'occurrence, malencontreusement, on est bien loin de les faire disparaître parce que c'est le seul refuge pour certains animaux et surtout la seule possibilité qu'auront les générations futures de voir les animaux sauvages si on continue à faire aussi vite dégrader la nature. Je suis contre les zoos, comme tout le monde, hein. C'est pas parce que j'y travaille. Bon, je sais par contre les améliorations qu'il y a eu, mais il faut savoir que c'est paradoxalement des sanctuaires maintenant de ce qu'on appelle la conservation ex situ, hors du milieu, qui permet au moins à certains animaux de vivre effectivement plus confortablement, parfois dans l'ennui, parfois, et encore il y a énormément de choses qui ont évolué, de se reproduire et tout, et qui ne sauraient plus où aller. Pourquoi dites-vous dans l'ennui? Parce qu'ils s'ennuient, les animaux? Ils peuvent s'ennuyer. Bon, en l'occurrence, l'orang-outan, bon pareil, nous avons des orang-outans. Moi j'ai vécu 40 ans à côté d'un orang-outan, donc je connais bien le problème. Il fut une époque, effectivement, surtout que les orang-outans sont des animaux solitaires et tout, où ils restent comme ça très... Ils ont peu de mimique. Les chimpanzés, même fous, peuvent s'agiter et tout, donc on pense qu'ils sont heureux. C'est pas vrai du tout. Les orang-outans, ils sont comme ça parce que ce sont des animaux solitaires
solitaires, ils ont peu de mimiques, on pense qu'ils s'ennuient. Ce qui est faux aussi, mais il n'en reste pas moins qu'autrefois, il y a une trentaine, une quarantaine d'années, on les gardait comme ça, pour les garder. Et puis petit à petit, on s'est aperçu que ça n'était plus possible, parce que même s'ils étaient solitaires, ils avaient besoin de contacts sociaux, on a établi maintenant des groupes, des complets, ils ont énormément de crénines, qu'on appelle ça, les soigneurs s'en occupent, ils sont occupés toute la journée, on leur cache la nourriture et tout, même si ça n'est pas l'idéal. Georges Chapoutier. Il faut ajouter que dans les zoos à l'ancienne, les animaux intelligents, les grands singes, les grands fauves devenaient fous. Il faut dire le terme, ils devenaient fous. En Inde, on a interdit les delphinariums. Dans une génération, on dira que le poisson rouge s'ennuie dans son bocal et qu'il faut le remettre à la mer. Non mais allons-y. Plus compliqué le delphinarium, pardon, hein, c'est ma partie. Il y a beaucoup moins de naissances dans les delphinariums, dont le problème, tout le monde se pose la question, car il y a encore énormément de prélèvements pour les delphinariums, et il y a un jeu qui n'est pas forcément pédagogique. Donc il y a une petite discussion là dans le monde des parcs zoologiques et delphinariums. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que dans une génération, on dira qu'est-ce que vous étiez sanglant au début des pas inhumain, mais je sais pas quel est le terme, mais coriace avec les animaux, non? En fait, je crois qu'il faut distinguer un certain nombre de choses. On parlait des zoos ou des parcs animaliers sanctuaires, effectivement, de la préservation d'un certain nombre d'espèces. Ça peut se discuter. Par contre, les cirques, ça ne se discute pas. Un félin qui passe sa vie dans une cage de quelques mètres carrés, c'est pas envisageable. Oui, mais alors on peut dire la même chose d'un chien qui passe sa vie dans un appartement de 20 mètres carrés à Paris, moi j'en sais rien. Mais vous parliez des poissons il y a un instant. Ouais. En Suisse, ils ont une législation assez poussée. En Suisse, les propriétaires de poissons sont tenus de respecter j'allais dire le rythme diurne et nocturne des poissons. Il faut un permis pour avoir un chien en Suisse. En Suisse, on ne peut pas avoir un seul hamster. C'est un animal qui a besoin de vivre en compagnie avec ses congénères, donc il faut au moins avoir... Oui. Ouais. Alors le chien de ferme, même qu'on attache à une corde, ça aussi, qui passe sa vie là autour de sa corde. Il y a eu une évolution en fait des sensibilités par rapport au chien et à l'animal de compagnie en général, mais le chien en particulier. C'est-à-dire il y a 50 ans, ça ne choquait personne que ce chien vive dans la cour, dans sa niche, etc. Aujourd'hui, vous trouvez peu de chiens dans des niches au fond d'une cour, et du coup, s'ils étaient vus comme tels, ils seraient pointés du doigt comme animaux a priori maltraités. C'est souvent un peu le reproche qu'on fait justement aux SDF accompagnés de chiens. Sous prétexte qu'ils vivent sur l'espace public avec des chiens, on les pointe du doigt en disant « Ah, vos chiens sont maltraités parce qu'ils vivent dehors », ce qui est absolument faux. Mais du coup, notre sensibilité a tellement évolué qu'on conçoit bien souvent la place du chien sur le canapé à côté de nous, à regarder la télé. De ce que vous venez de dire, on a l'impression qu'on s'intéresse plus au sort du chien que du SDF, bien souvent, ouais. Que de son propriétaire. Pour avoir étudié le sujet, moi je m'intéresse au binôme SDF-chien. Ouais. Et la plupart du temps, socialement, ces personnes ne sont pas prises en charge parce qu'elles sont accompagnées de chiens, par exemple. Alors que dans le même temps, la législation par rapport à l'animal de compagnie, elle évolue. Et aujourd'hui, il y a une discrimination vis-à-vis de ces personnes qui sont pourtant accompagnées de l'animal un des animaux les plus courants dans notre société française, c'est-à-dire le chien. Quand on voit des gens qui font la quête avec des animaux, enfin qui mendient dans la rue, on a l'impression qu'ils se disent tiens, l'animal, c'est un plus. Est-ce qu'il n'y a pas presque un peu de misanthropie maintenant, finalement? On en vient parfois à préférer l'animal à l'homme. En fait, moi j'ai fait beaucoup d'études de terrain auprès des publics marginalisés en fait à la rue. Et clairement, le fait d'avoir un chien permet de gagner plus d'argent quand on fait la manche que si on n'en a pas. Parce que les gens ont une sorte d'empathie effectivement vis-à-vis de l'animal et du coup ont tendance à donner plus d'argent à ceux qui font la manche. Ça vous questionne pas, ça, Georges Chapoutier, au point... Si, ça questionne tout le monde, bien sûr. Bien sûr, ça donne tout le monde. Ceci dit, le chien est très particulier. Parce que c'est un reproche qu'on fait souvent aux gens qui aiment les animaux. On leur dit mais pourquoi ne t'intéresses-tu pas au malheur des hommes avant de t'intéresser au malheur des animaux? Ça, c'est un faux reproche. Il y a des quantités d'exemples qui montrent que beaucoup de gens qui s'intéressent aux animaux s'intéressent aussi aux humains. Que la compassion n'empêche pas l'autre. Mathieu Ricard, qui vient de publier un livre, est un bouddhiste qui s'intéresse à la compassion humaine comme à la compassion animale. On peut multiplier les exemples. Schweitzer, Alfred Kassler, des grands humanistes ont un grand souci pour l'animal. Le professeur Kassler, le physicien, a été président de la Ligue française des droits de l'animal. Au 19e siècle. Il ne faut pas opposer, ça c'est très classique qu'on dit qu'on oppose les hommes et les animaux. Je pense que la compassion ne partage pas. Au 19e siècle, les sociétés de
de protection animale ont évolué en même temps que les sociétés de protection justement des personnes fragilisées, etc. C'est-à-dire même ça montre l'avancement d'une société du care, j'allais dire, d'une société qui prend soin des gens, elle prend soin de ses animaux. Ça marche en symbiose. Ça a été dit déjà. C'est d'ailleurs en cela que cette loi, malgré tout, vous voyez, on fait une émission sur les animaux et tout, ça a placé de nouveau l'animal au cœur de la société. Autrefois, c'était les femmes qui n'existaient pas, qui n'avaient pas d'âme, les enfants ne souffraient pas, maintenant ce sont les animaux. Ça prouve une avance de la société, contrairement à ce qu'on dit. Et qu'il y a effectivement maintenant de nombreux intellectuels qui ont rejoint des scientifiques ou des amis des animaux, prouve qu'il y a maintenant une interrogation réelle sur l'animal. Et c'est important, je trouve. Alors, on a longtemps pensé que seuls quelques animaux, les grands singes et les dauphins, étaient doués d'intelligence. Mais aujourd'hui, de nombreux chercheurs s'intéressent à l'intelligence animale. Et surprise, on découvre que cette intelligence animale est bien plus répandue qu'on le croyait, avec, vous allez le voir, parfois de jolies surprises. C'est un sujet d'Elisa Coudray et Mathieu Despiau. Hey! Salut! Donc là, on est dans le bâtiment des orang-outans avec le groupe reproducteur qui est composé de 4 individus. Donc on a Julita, elle est Julita, qui va avoir 40 ans l'année prochaine avec son fils Douy qui a 2 ans et demi. On a Ludi, le mâle reproducteur, qui est juste là, qui va avoir 15 ans, 100 kilos à la balance. Et on a une jeune femelle qui est la demi-sœur de Douy, qui va avoir 8 ans l'année prochaine. Une famille entière, fierté du zoo d'Amnéville. 6 ans que Juan Ponce nourrit et soigne ses primates. Responsable des grands singes, il constate chaque jour leur capacité à exprimer des émotions. Ça passe par l'envie, la colère, l'excitation. C'est pas une vision de l'esprit quand on dit ça, c'est qu'on a, par exemple, le mâle qui est ici, il a un tic qui lui est propre, il bat des pieds quand quelque chose lui plaît, quand quelque chose l'excite. Donc c'est vraiment des comportements qu'on peut voir. C'est des animaux qui savent mentir, c'est des animaux qui savent se mentir entre eux, ils savent nous mentir à nous. Et ils savent réfléchir. Pour les stimuler intellectuellement, le soigneur a d'ailleurs imaginé des exercices. Donc là, en fait, on va juste leur proposer de la nourriture dans une boîte. Ils vont devoir fabriquer un outil qu'ils vont devoir passer de leur côté dans une plaque de polycarbonate avec des fentes pour manipuler la nourriture sur des tablettes qui sont trouées. La nourriture va tomber sur l'étagère qui est juste en dessous à chaque fois, et sur la dernière étagère, ils vont pouvoir récupérer en fait la nourriture. Ce type de boîte, ils ne le connaissaient pas avant d'arriver ici. Donc il a fallu qu'ils soient confrontés au problème à la base. C'est Ludi, le mâle adulte, qui a compris comment résoudre le problème, et c'est les autres qui ont appris à utiliser la boîte en le regardant faire. La capacité à s'adapter, à imaginer et utiliser des outils, autant de critères qui permettent aujourd'hui de mesurer l'intelligence animale. Nos amis les bêtes ne seraient donc pas uniquement guidés par leurs instincts. D'ailleurs, ces 30 dernières années, la science s'est emparée de la question. Les découvertes sont étonnantes. Exemple avec ces chimpanzés d'une université japonaise. Les scientifiques leur ont appris à compter jusqu'à 9 et à classer les chiffres du plus petit au plus grand. Pour augmenter la difficulté, les chiffres sont masqués après un laps de temps de plus en plus court. Presque systématiquement, les singes réussissent à reconstituer la suite de chiffres à une vitesse incroyable. Les gens pensent souvent que les humains sont les êtres vivants les plus intelligents sur Terre. Mais je pense que ces recherches montrent que c'est totalement faux. Et d'autres espèces auraient des facultés impressionnantes. À l'université de Nanterre, des chercheurs étudient les oiseaux. Ces perruches, en fait, c'est la plus petite espèce de cacatoès qu'on connaît, donc c'est la famille des perroquets. Et en fait, les perroquets sont connus pour leur capacité cognitive élevée. Ils ont un très gros cerveau par rapport à leur corps. En fait, proportionnellement parlant, ces petites perruches, elles ont un cerveau aussi gros que pourrait avoir un chimpanzé, vis-à-vis de la taille de leur corps. Des oiseaux intelligents, mais pas seulement. Pour ces scientifiques, ces perruches seraient également capables d'empathie. Il y a eu quelques études pilotes dans les années 50-60, mais qui ont été critiquées parce qu'à l'époque, c'était encore mal vu de parler d'empathie, encore pire si on osait parler de sens moral chez l'animal. Donc elles sont un peu tombées dans l'oubli, et tout ça remonte à la surface depuis 10 à 15 ans, notamment grâce aux travaux de France Deval, qui est un primatologue.
Donc il y a essentiellement des données chez les singes, chez lesquelles on montre justement une capacité d'empathie, au sens où les singes vont se priver de nourriture. Si pour avoir de la nourriture, ils sont obligés d'infliger des chocs électriques à un congénère, par exemple. Vous avez un macaque notamment qui pendant 12 jours n'a rien mangé du tout parce qu'il avait peur, en tirant la chaîne qui lui donnait la nourriture, d'infliger un choc électrique à un congénère. De quoi changer notre regard sur le monde animal et bousculer un peu la sacro-sainte supériorité de l'être humain. Alors, question Internet. D'accord pour l'intelligence, mais les animaux ont-ils de l'humour? Georges Chapoutier. Je vais vous donner un exemple très précis, parce que j'ai vécu une année avec les chimpanzés, et donc je vais vous donner un exemple précis d'humour chez les chimpanzés. On les mettait en récréation avec nous pendant 1 heure. Et un chimpanzé avec qui je m'entendais très bien, qui était mon meilleur ami, lorsqu'on le mettait en récréation, se précipitait vers moi avec une sorte de mouvement pour me faire peur en quelque sorte. Hein. Enfin, un mouvement de menace. Et je ne comprenais pas pourquoi. Ce grand ami me faisait ce coup-là. Jusqu'à un jour où j'ai eu un mouvement de retrait par hasard. Et il est parti en rigolant. Sa menace était une blague. Ouais, je vais te faire peur. Voilà. Bouh. Alors, qui a des exemples comme ça qui a été subjugué par, je sais pas moi, les capacités cognitives d'un animal, que ce soit un chien. Alors, on dit que les chiens, ils sont capables de retenir ou d'utiliser des centaines de mots, de comprendre des centaines de mots. On parlera peut-être mieux. Christophe Blanchard. Comment dire, dans les races de chiens, il y a certaines races qui ont des capacités effectivement étonnantes. Je pense au Border Collie, par exemple, qui est considéré chez les spécialistes comme une des races canines les plus intelligentes, avec plein de guillemets à ce terme intelligence, parce que qu'est-ce que l'intelligence, là aussi animale, en fonction de nos critères. Mais il y a... Le chien qui hypnotise les moutons dans Babe. Voilà. Là, c'est effectivement le cinéma qui s'empare un petit peu de ces clichés. Mais en tout cas, les Border Collie sont souvent capables de maîtriser 1 millier de mots. Et il faut voir justement des bergers avec leurs comparses Border Collie gérer des troupeaux de moutons. C'est assez impressionnant parce que ça se fait à la voix, au sifflement, etc. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire à ces chiens très intelligents, par exemple? Ces chiens sont capables de maîtriser justement, d'initiative, de prendre des initiatives, d'éviter que des troupeaux de moutons tombent de falaises, etc. En Écosse, par exemple, il y a de gros troupeaux de moutons comme ça avec ce type de chien et c'est exceptionnel de les voir. Alors, est-ce que les chiens sont les plus intelligents? Non. Quels sont les animaux dont on s'est rendu compte récemment qu'ils étaient étonnamment intelligents? Il y a beaucoup qui sont étonnamment intelligents. C'est difficile de les classer parce qu'ils n'ont pas le même type d'intelligence. Hein. Chez les mammifères, en gros, sont très intelligents. Les grands singes, les dauphins, les éléphants, les grands fauves. Est-ce que j'en oublie? Et les chiens, dans notre esprit à nous. Et chez les oiseaux, les perroquets, les perroquets, mais enfin, un perroquet, on dit que c'est idiot, ça répète. Non, pas du tout, c'est remarquablement intelligent. Alors, qui est capable de faire un perroquet? Tas de choses, de classer les objets sur la couleur, sur la forme, de compter jusqu'à 7, des quantités de choses extraordinaires. Ouais. Le poulpe, il paraît. Alors, la pieuvre. Les pieuvres sont limitées parce qu'elles vivent pas très longtemps. Mais on s'est aperçu qu'elles sont beaucoup plus intelligentes que qu'on se croyait. Par exemple, elles sont capables d'ouvrir des bocaux pour avoir de la nourriture, elles sont capables de distinguer un carré d'un losange, elles sont capables... En Indonésie, il y a des hommes qui jettent des demi-noix de coco dans la mer. Les pieuvres, qui sont molles, ont appris à se protéger avec ça, à s'en faire soit une armure avec une demi, soit en mettant 2 l'une sur l'autre, se faire une cabine pour se protéger, etc. etc. Donc, quand il y a une pieuvre qui a un problème, elle arrive elle-même à le résoudre, quoi. Non, pas tous les problèmes. Ouais. Certains problèmes, oui. D'autres animaux Les poules, par exemple, que l'on considère toujours comme idiotes, peuvent parfaitement reconnaître sur une photo ou un congénère en regardant la photo, ou même la patte d'un congénère. Vous avez les corbeaux qui savent fabriquer dans la nature des crochets pour pouvoir récupérer de la nourriture, ou qui peuvent ouvrir également des cages simplement en regardant un imitateur. Si vous mettez un masque à l'imitateur, il le reconnaît quand même uniquement aux mains ou à des choses comme ça. Moi, mon orang-outan... Le maniement de l'outil, alors, est-ce que d'abord, manier un outil, est-ce que c'est une preuve d'intelligence? C'est une preuve d'intelligence. Il y en a énormément qui manient des outils, que ce soit effectivement la pieuvre et tout. La forme d'intelligence, c'est très difficile, comme vous avez dit très justement. On dit, par exemple, que le chien est plus intelligent que le grand singe, parce que quand on pointe quelque chose comme ça, le chien a compris qu'on montre quelque chose, donc en plus, c'est une des choses qui est utilisée en psychologie infantile, donc il semble
intelligent. Si vous faites ça à un grand singe, il va regarder votre doigt. Il va absolument pas aller regarder l'endroit que vous montrez. Mais tout simplement parce que pour un singe, c'est une idée complètement ridicule que de cela, et que de toute façon, il ne va pas. C'est pas dans son attitude. On ne montre pas, on est en concurrence avec quelqu'un quand on est grand singe. On ne va pas montrer une nourriture, alors que le chien a été habitué à quelqu'un qui est visuel et qui montre. Ça veut rien dire. Vous savez, il y a surtout la forme d'intelligence manifeste des animaux, c'est leur immense adaptabilité. Est-ce que l'intelligence des chats et des chiens aurait évolué au fil du temps pour nous convenir? Son intelligence s'est adaptée à l'homme? Oui, bien sûr. Oui. Je peux rajouter quelque chose là-dessus, si vous me laissez quelques minutes. Le fait que, pourquoi on a adopté spécialement le chat et le chien? Il y a une thèse qui s'appelle la thèse de la néoténie, qui est un mot barbare, on peut dire caractère juvénile. L'homme est un être juvénile. On a un look de fœtus de singe. Pas de poils, une grosse tête, des gros yeux. On a un cerveau qui est très juvénile. On joue toute notre vie. Donc, on se comporte très souvent comme des enfants et non pas comme des adultes. Eh bien, le chat et le chien, c'est-à-dire que les deux animaux qui sont nos plus proches de nous, sont aussi des animaux juvéniles. Des animaux qui jouent toute leur vie comme nous. C'est rare, les animaux qui jouent toute leur vie. En général, un animal, ça joue quand c'est jeune, pour mûrir son comportement, puis ça s'arrête après. Mais l'homme, le chat, le chien, jouent toute leur vie. Voilà, on a joué à la baballe toute notre vie. Voilà. Alors, il y a des arguments plus forts que ça. Certains chiens ont des oreilles pendantes. C'est un signe de canidé bébé. Le ronronnement du chat, c'est un signe de félin bébé, etc., etc. Ce sont des juvéniles comme nous. On les a fabriqués. On les a fabriqués. N'oublions pas, parce qu'on oublie toujours qu'on a fabriqué le chien à partir du loup et le chat à partir du chat sauvage d'Europe centrale. Et ces animaux-là, nous les avons fabriqués et infantilisés. Et ça nous plaît d'autant plus, effectivement, mais ça prouve leur formidable adaptabilité. Dès que vous prenez un animal, que vous le mettez dans des conditions auprès de l'homme, il va s'adapter très rapidement. La grande différence, c'est que oui, d'accord, mais il repart à zéro à chaque fois, quoi. Non, il ne repart pas à zéro. Il a acquis à chaque fois les choses. De génération en génération. Non, pas aussi vite. Pas aussi vite. Oui. Dans ce point particulier, je crois qu'il faut dire que la grosse différence de l'homme par rapport aux autres animaux, les animaux peuvent transmettre d'une génération à l'autre. Oui. Mais être capable d'emmagasiner d'une génération à l'autre, comme l'ont fait nos bibliothèques, etc., ça, c'est spécifique des espèces humaines. C'est toute la différence entre les... différence. Voilà, c'est la différence entre une espèce et une race. Grande différence, la parole. Nous sommes les seuls. Nous sommes les seuls peut-être à avoir le langage, mais pas à communiquer. Pas à communiquer, bien sûr. Beaucoup de gens communiquent, mais le langage. Alors, on peut enseigner des langages à des chimpanzés, à des gorilles, par exemple, des langages gestuels, langages des sourds-muets. Ils arrivent à apprendre jusqu'à plusieurs centaines de mots et quelques règles de grammaire simples. Le perroquet, il répète les mots. Il n'est pas encore arrivé au stade d'avoir l'intelligence de donner le bon mot à propos. Il peut répéter à bon escient. Mais il n'a pas le langage au sens de la double articulation entre sémantique et phonétique. Est-ce que je fais de la science-fiction? Aujourd'hui, on sait qu'il y a la technologie permet à des non-voyants de voir, permet à des gens qui n'ont plus la parole de parler. On pense à Stephen Hawking. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on arrive à mettre des puces sur des chiens électroniques qui fait qu'à bon escient, quand il aurait soif, eh bien, un logiciel dirait j'ai soif, etc. Qu'on arrive ainsi à faire parler les animaux? Ça ne me paraît pas absurde du tout. Je pense que, formuler comme vous le formulez, de faire qu'un animal puisse, par manifestation, traduire quelque chose qui se traduirait par une parole humaine, c'est l'homme qui crée ça, ça ne me paraît pas du tout. Le fait de faire que le chien qui a soif fasse dire à une machine, j'ai soif. Mais c'est du gadget, hein. Oui, mais quand même, parce que c'est quand même le langage. Alors, les corbeaux sont intelligents. Alors, les abeilles, on dit, pour mesurer l'intelligence, les abeilles, 1 million de neurones. L'homme, 100 milliards de neurones. C'est pas l'abeille qui est intelligente, c'est la ruche. Hein. Oui. L'abeille, elle est très stéréotypée. Elle peut apprendre un peu, mais enfin, l'intelligence, c'est une intelligence collective. C'est la ruche qui est intelligente. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes, effectivement. Il y a une forme primaire qui est encore plus basse, qui est le ver, qui a quelques milliers de neurones, l'abeille qui a des millions, et nous les milliards. Mais en fait, c'est une adaptation à leur milieu. Elle n'a pas besoin de penser à des niveaux intellectuels, en dehors du fait qu'effectivement, il y a une intelligence collective de la ruche. Mais l'abeille, en tant qu'individu, a été sélectionnée. Il ne faut pas oublier que c'est une évolution naturelle. Et l'évolution peut rendre certains animaux de plus en plus intelligents? Bien sûr, mais dans une forme d'intelligence à eux. En plus, ils ne vivent pas dans le même monde sensoriel que nous. Ils ne voient pas les mêmes couleurs, ils n'entendent pas la même chose. Leur cerveau est à la base la même chose, mais leur aire auditive est différente, leur aire olfactive est différente. L'abeille voit des ultraviolets que nous ne voyons pas les mêmes couleurs, etc., etc. Est-ce que la planète des singes, est-ce que c'est de la science-fiction où on peut imaginer qu'il y a une fulgurance dans le développement
Formulé comme ça, c'est de la science-fiction. Ouais. Ces singes deviennent des hommes, en fait. Ils se comportent comme des hommes. En revanche, la question qu'on peut poser, une question classique de la science-fiction, si l'homme disparaissait et qu'on laissait un temps suffisamment long, qu'est-ce qui se passerait? Et je pense que le créneau serait probablement rempli, le créneau en quelque sorte de l'intelligence technique, serait rempli par un autre animal, peut-être la pieuvre. Ça serait assez beau, des sociétés de pieuvres. Les pieuvres sont pas sociales pour l'instant, mais imaginons que l'évolution crée une pieuvre sociale, on aurait des magnifiques sociétés de pieuvres dans quelques milliards d'années. Les chances des grands singes sont peu, parce qu'ils sont quelques milliers maintenant. On les réduit tellement que de toute façon, ils ne reprendront pas notre place. On parlait de l'humour, les animaux ont de l'humour. Est-ce qu'il y a le mensonge? Non, parce qu'on dit souvent, les animaux au moins ils ne mentent pas. Non, ça c'est pas vrai. Je pense que les gens qui ont des chats et des chiens montrent que ils sont capables de. C'est pas un mensonge vocal, mais ils sont capables de cacher certaines choses, etc. La dissimulation existe aussi. Dernier mot sur l'empathie. Voilà, l'empathie des grands singes. Cette expérience qu'on ne peut plus faire, qu'on ne ferait plus aujourd'hui parce qu'on considérait qu'elle serait dégradante, mais ces singes qui, pour s'alimenter, devaient tirer sur une corde qui faisait que ça déchargeait de l'électricité sur un congénère. Il n'y a pas que les singes. Chez les rats, on a des choses similaires. L'empathie, c'est très général, l'empathie. Il y a des rats qui hésitent à appuyer sur une pédale parce qu'ils savent que l'autre rat va souffrir. Vous avez des éléphants dans la nature qui sont vus en train de nourrir leurs congénères parce que ceux-ci ont eu une trompe coupée par le braconnage ou des choses comme ça. C'est très très fréquent, l'empathie. C'est presque systématique. Il y a eu des images dernièrement d'un macaque qu'on a vu partout qui reprenait un des animaux. Bon, sans doute par mimétisme, mais par ailleurs, il l'a tiré. C'est extrêmement fréquent, l'empathie entre animaux. De toute façon, votre chien a de l'empathie pour vous. Il cherche à vous aider. Presque automatiquement. Le chat est un solitaire, donc il a un autre comportement. Il aurait plutôt tendance à vous utiliser. Mais il a quand même une manifestation d'empathie. À ce propos, je voudrais caser une plaisanterie. Je disais tout à l'heure, on a les mêmes constructions cérébrales pour l'empathie, pour l'affection que les autres animaux, y compris les rats. Il y a une plaisanterie qui dit, en ce qui concerne notre cerveau, nous sommes faits comme des rats. Alors, on parlait des chats et des chiens. Il faut savoir que la France possède la plus grande population d'animaux de compagnie d'Europe. Il y a 62 millions d'animaux de compagnie en France, donc quasiment l'équivalent de la population française. Alors, dans l'ordre, on trouve 1 des poissons, 2 des chats, 3 des chiens, 4 des oiseaux et enfin des lapins. Des animaux qu'on chouchoute parfois au-delà du raisonnable. C'est un sujet de Lise Barcellini, Khaled Zouak et Margot Chouraki. Un hôtel tout confort, spécialement conçu pour les chats. Pas de cage, ni de grillage, mais des coussins douillets, des jeux à volonté, des gamelles et une fontaine à eau. Une cat-sitter est même là pour les distraire. À partir de 26 € la journée tout de même, mais quand on aime... C'est un certain budget, mais quand le chat est content, il y a tout compris. Donc il y a la nourriture, la litière, les soins s'il y a besoin, donc il n'y a plus de soucis du coup. C'est comme envoyer un enfant en colo avec des gens qu'on aime bien, quoi. En plus, on a des petites photos et tout, c'est chouette. Au centre du bien-être animal, chaque samedi à midi, c'est la chiopartie. Il n'y a évidemment pas de boule à facettes, mais sur le dance floor, de petits chiens venus se trémousser et se chamailler. Apprendre tout en s'amusant, un peu comme les enfants. Ils subissent les mêmes lois d'apprentissage que nous les humains en fait. Sauf qu'ils ne savent pas écrire et parler. Mais en fait c'est encore plus difficile parce que nous on n'arrive pas à communiquer avec eux avec leur langue. Mais par contre on leur impose de comprendre notre langue et ils apprennent très très vite. Donc je me demande s'ils sont quand même plus intelligents que nous. Enfin bon, c'est une plaisanterie. Des compagnons attachants, intelligents et doués de sensibilité. Ici, on n'a pas attendu le changement de loi pour en être persuadé. C'est un cadeau de ma famille pour mes 65 ans. Comme je suis toute seule, voilà, on m'a offert une compagne. Qu'est-ce qu'elle vous apporte ? Une présence, et puis la gentillesse, la chaleur. Voilà, je me sens moins seule. Moi, c'est mon meilleur ami, donc il m'apporte vraiment de la joie, du bien-être. C'est vraiment un compagnon au quotidien. Il y a un feeling en fait, il y a quelque chose, une fusion en fait avec le maître et le chien quand on est vraiment en accord avec les besoins et voilà, c'est exceptionnel, vraiment. Côté boutique, l'amour des bêtes est un marché florissant. Du nécessaire, mais aussi beaucoup de superflu. Des snacks 0%, des parfums, du dentifrice goût foie, ça ne s'invente pas.
Malgré la crise, les animaux sont chouchoutés. Leurs maîtres pensent même à stimuler leurs neurones et à combler leur ennui. Ça permet au chien de travailler un peu sa concentration et développer un petit peu au niveau du système nerveux, sa concentration, ça l'occupe. Palme de l'insolite, cette poussette pour chien senior. Ouais, voilà. Celle-là fait 250, vous voyez. Mais il y a les propriétaires qui ont des vieux chiens, qui ont des problèmes de mobilité. Donc là, c'est plus agréable pour le chien d'être promené en poussette. Et bien sûr, quand elles sont à un endroit précis, elles mettent le chien à terre pour qu'il fasse ses besoins, etc. Mais c'est moins fatigant pour le chien. Vous en vendez souvent? Ah ben là, on a de la demande. C'est pour ça qu'on en a en commande. Ouais, on a de la demande, oui. Oui. Des animaux pour se faire du bien, pour bien rire aussi. Ces vidéos de chatons font le buzz sur Internet. On les appelle les lolcats. Des petits chats dans des situations insolites, parfois téméraires, apeurés ou tout simplement grognons, comme la star mondiale Grumpy Cat. En France, plus d'un foyer sur deux possède un animal de compagnie. Après les poissons, ce sont les chats qui ont la cote. Ceux qui n'en ont pas à la maison, mais qui rêvent quand même d'une caresse peuvent venir ici. Un café insolite, inspiré du Japon. Chaque visiteur n'a pas le droit d'avoir un chat sur les genoux, ce n'est pas quelque chose qu'on vend. On vend vraiment seulement le café et les cookies. Mais chaque chat a le droit de choisir les genoux qu'il veut. Par contre, dans ce sens-là, c'est obligatoire. Car ce sont les chats qui adoptent les clients et pas l'inverse. Je suis hyper heureuse. Oui, parce que c'est tellement doux et c'est câlin. Ah non, par contre là, il ne veut pas trop rester. Contre la grisaille ambiante, la ronron-thérapie fait, paraît-il, des merveilles. Alors, question Internet. Comment expliquer le comportement des personnes qui traitent leur animal de compagnie comme un être humain, parfois au mépris de son bien-être? C'est vrai que là, on voyait le petit chat, il a envie de s'échapper des bras de la jeune fille. Ne serait-ce que le nom centre de bien-être. On sait pertinemment que pour que le bien-être soit assuré pour un animal, il faut un certain nombre de choses qui paraissent évidentes. De l'alimentation, donc de l'eau, de la nourriture. En conséquence, c'est adapté, mais un habitat qui lui convienne, mais aussi qu'on lui permette d'avoir un comportement normal par rapport à son espèce. Et le bien-être, en l'occurrence, n'est pas ce que les gens pensent ici. Quand on voit des chiens qui sont surprotégés, qu'on a dans les bras un petit chien parce qu'on ne veut pas le mettre au contact de ses congénères, le chien, il n'est pas dans une situation de bien-être nécessairement. Parce qu'on lui communique, la personne qui le prend dans ses bras lui communique sa propre peur de le laisser voir ses congénères. On en fait trop alors, et finalement, c'est contre-productif. Le chien n'a pas une bonne vie de chien. Quand il est toiletté, quand on lui brosse les dents. Contre-productif, certainement, parce que si on ne les amène pas à se faire toiletter, il y a tout un marché qui ne pourra pas se poursuivre, mais c'est surtout contre nature. Il y a notamment eu des décisions de justice, de piercing de chiens qui ont été considérées évidemment comme du mauvais traitement. Oui, Christophe Blanchard. En fait, en France, le marché de l'animal de compagnie, effectivement, génère plus de 3,5 milliards d'euros en fait, chaque année. Donc c'est un marché qui ne connaît pas la crise, effectivement. Et on trouve, effectivement, à boire et à manger. Il y a tout et n'importe quoi dans ce marché. Des comportements qui peuvent sembler indécents au vu d'une situation économique, par ailleurs, pour des humains qui est parfois pas glorieuse. Mais du coup, ça donne là encore à voir l'évolution du statut de l'animal de compagnie ces dernières années, en fait. Il y a eu une... Mais pour être précis, il y a beaucoup de chiens qu'on voit avec des gilets, là. Il fait froid. C'est pas agréable pour le chien, ça? Non? Parce que nous-mêmes, on a froid, on se dit, oh là là, mais si j'étais sans gilet... C'est-à-dire un chien qui vit 24 heures sur 24 dans un appart, c'est sûr que quand il sort, notamment les petits chiens, ils sont frileux, en fait. Surtout ceux qu'on a. Bon. Voilà. Donc, un petit gilet, une petite laine, pourquoi pas? Disons, mais ça donne à voir, justement, l'évolution des typologies de chiens aussi.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des races de chiens qu'on ne voyait pas il y a 10 ans, les tout petits chiens, etc. La miniaturisation de l'animal renvoie à cette image de l'enfance, etc. Donc on projette énormément de choses sur son animal. Et les petits légumes là qu'on concocte pour la gamelle de Médor, c'est pas bien ça? Il y a tout un business là aussi chez ce qu'on appelle les marchands de croquettes, quoi. C'est un marché là aussi gigantesque au niveau mondial. C'est tenu par des grosses firmes comme Nestlé par exemple, etc. Donc du coup, on offre des nouvelles gammes. Mais le chien, c'est bien pour lui, il est content. Voilà. Il y a de la qualité, mais disons, il y a énormément de business. Il y a des psys pour chiens. Non, mais tout ça. Alors, les psys pour chiens. Voilà, oui. Paradoxalement, c'est presque nécessaire puisqu'on ne connaît pas mais oui, parce qu'on ne connaît pas à la base le concept chien. Le chien, c'est un loup au départ. Il a mis plusieurs millions d'années à arriver loup et quelques milliers d'années pour être brusquement chien. Et en plus, comme il a une grande malhabilité, il peut être très gros, très petit, miniature, sans poils, etc., etc. Et on le considère comme un bébé humain. Donc, très souvent, les erreurs sont nombreuses. Il est en attachement, il fait de l'anxiété de séparation, il a énormément de problèmes, effectivement. Mais c'est dû au fait qu'on ne le considère pas comme un canidé, mais comme un bébé. Par ailleurs, effectivement, aussi, il y a des animaux qui sont sans poils, beaucoup. Il y en a qu'on le nez complètement écrasé, c'est un vrai problème. Le chien, c'est un animal olfactif. Quand vous faites des races qui ont des nez très écrasés, pour un animal qui a le sens olfactif en premier, c'est extrêmement difficile. Les oreilles... À force de croisement qu'on a rétréci les nez On a créé à partir du loup 300 à 400 races de chiens. Oui. Bon, en l'espace, en fait, de 2 siècles, parce qu'avant, ils étaient bâtardisés. On a accentué des races morphologiques pour ensuite les vendre à des prix extravagants. Le petit chihuahua, c'est un loup à l'origine. C'est un loup à l'origine. Bon, il a un peu du mal à modifier. C'est la même espèce. Voilà, donc tout ça fait que les gens ne le conçoivent pas du tout. Ils ont l'impression d'avoir un chien comme s'il était tombé, comme ça par hasard. On revient toujours à l'idée de l'évolution. Et après, il aurait nécessaire même ces choses futiles. Moi, je suis pas aussi contre que cela, parce que je me dis parfois, pardon, que certaines dames ou autres, et la mode et tout, c'est tout aussi bête. Moi, je suis pas tellement contre, du moment qu'on n'importune pas l'animal. Or, par contre, parfois, il arrive qu'on importune ça au sac en peau de... Trop de toilettage ou trop de choses comme ça. Le chien est plus heureux par terre, que sur le canapé. Oui. Il faut qu'il soit à sa place dans la meute. Et la famille, c'est une meute. Oui, tout à fait. Et alors, je viens de dire de meute, justement, dans une relation avec des chiens, en principe, le maître du chien, c'est le chef de la meute. Et alors, il y a des cas extrêmes où l'être humain n'est pas capable d'être le directeur de la meute, en tout cas, qui passe tout ce qu'il veut à son chien. Donc, c'est le chien qui devient le chef de la meute. Et à ce moment-là, on a ces cas extraordinaires où on voit le propriétaire du chien qui ouvre la porte quand le chien le demande, etc., etc. Ça devient des cas pathologiques, enfin, socialement pathologiques. Et c'est pas bon, ça? Non, c'est pas bon, ni pour le chien, ni pour l'homme. Ni pour l'homme, de se faire dominer par le chien? Et on le voit, ça? Il y a des cas extrêmes. Il y a eu des cas extrêmes. On disait la France est numéro 1 en Europe pour le nombre d'animaux de compagnie. C'est quelque chose de nouveau, ça? Il y a une ou deux générations. On est un vieux pays agricole, un vieux pays paysan, donc ça explique cela. Alors, numéro 1, ce sont les poissons. Pourtant, on s'attache à un poisson. Oui, mais c'est la quantité. On a rarement que le poisson rouge. D'accord. Les oiseaux, les lapins. La mode des animaux exotiques, les serpents, les scorpions, etc. Absolument. Ouais, ça nous passera, ça? Je ne sais pas si ça passera, mais faut laisser les animaux sauvages chez eux et surtout pas les. Alors là, il n'y a pas de l'attachement, il y a de la fascination. Oui, cette espèce de mode, une espèce de mode, c'est absolument scandaleux et il faut éviter ça et essayer de s'y opposer. Allez, on passe tout de suite aux questions Internet et SMS. Question Internet et SMS. Ah, qui arrive? Alors, j'ai une araignée derrière le frigo. Ai-je le droit de la tuer? Ah oui, c'est un animal domestique, doué de sensibilité. Ça dépend si elle gêne. Elle est sauvage. Est-ce qu'elle gêne? Elle est animal domestique. Elle est chez moi. Non, les animaux domestiques, on trouve la liste dans un arrêté ministériel très précis. Donc vous pouvez la tuer. Donc on n'a pas d'araignée. Donc l'araignée, on peut y aller, c'est un animal sauvage. Voilà. On a absolument tort au demeurant parce que c'est un très bon insecticide. Ah oui? On ne va pas la tuer parce qu'elle mange les insectes. Il faut la tuer si elle gêne, au contraire, si elle mange des mouches, c'est très bien. Voilà, c'est très bien. Mais on peut la tuer. Oui, c'est vrai qu'on a les petits insectes comme ça chez soi, on veut bêtement les tuer d'ailleurs avec des bombes, et il ne faut pas. Une araignée la mangera, elle ne mangera pas tout, ne rêvons pas, mais elle n'est pas plus toxique que les autres. Si un animal possède de l'empathie, se souvient-il du mal qu'on lui a fait? Bien sûr.
Bien sûr. Les chevaux sont connus pour ça, par exemple. C'est-à-dire, si vous maltraitez un cheval, il a tendance à se souvenir effectivement du maltraitant. Enfin, les accidents dans les zoos, c'est parfois 10 ans avant que se sont produits. L'animal attend, particulièrement les éléphants, la mémoire, mais beaucoup d'animaux, ils attendent et un jour ils se vengent. Ils se vengent. Il y a une jolie nouvelle qui est de la mule du pape que je conseille de relire. Une mule du pape qui avait attendu comme ça un faucheton qui le martyrisait en faisant semblant de l'aimer, et elle a attendu plusieurs années et elle a envoyé un grand coup de pied. Bon, on la relit. La chasse sera-t-elle un jour interdite? Ça, c'est ce qui pend au nez de la génération à venir, de la génération future. Peut-être la dernière génération de chasseurs. Les chasseurs diminuent. Oui, c'est ça. Je pense qu'elle s'éteindra peut-être faute de combattants. Ouais. Voilà. Ah oui. D'année en année, le nombre de chasseurs baisse. Mais dans le même temps, il faut se méfier aussi des raccourcis qui feraient des chasseurs des monstres en puissance. Je veux dire, il y a des régulations nécessaires de certaines espèces invasives, et on se rend compte dans certaines régions ou dans certaines parties du monde que, justement, faute de prédateurs ou de chasseurs, il y a des gros problèmes écologiques qui apparaissent. Donc, le chasseur, aujourd'hui, vu l'époque, a très mauvaise presse, mais il ne faut pas non plus faire des raccourcis. Il a mauvaise presse parce qu'il y a eu des excès. Il y a eu beaucoup d'excès. La vente de fourrure a-t-elle baissé en France? Non, elle est en augmentation, malheureusement. 25 millions d'animaux tués chaque année au niveau de l'Union européenne pour la fourrure. Voilà, en principe. Les animaux sont tués avant quand même. Non, parce qu'il y a sur Internet, il y a des vidéos épouvantables. Ils sont gazés, oui. Ils sont gazés ou tués à l'électricité et ils sont ensuite dépecés. On ne sait pas si en principe ils sont morts, mais il y a énormément de fermes maintenant dans le nord, particulièrement Danemark et autres Scandinavie, où il y a beaucoup de fourrure. Et il y a encore. Pourtant, on dit que l'Europe du Nord est plein d'empathie, etc. Et va pas vous avez des animaux. Le principe de l'empathie, mais bon, elle est habituée à la fourrure et elle le vend. Et il y a surtout un excès de la mode. C'est pour ça que moi, finalement, la mode, on montre les gadgets imbéciles des animaux, mais la mode de la fourrure, elle a amené ce genre de choses. Il y a la mode encore plus sotte des parkas, vous savez, qui avec de la fourrure non identifiée, qui est souvent du chat ou du chien qui vient de Chine, même si c'est totalement interdit. Ça, c'est très très fréquent. Donc tout ce qui est fourrure, c'est quand même aberrant que ça puisse revenir. Est-il vrai que les éléphants ont conscience de la mort? Alors... C'est difficile à dire. Alors il y a le fameux cimetière d'éléphants. Ils ont conscience du fait qu'ils vont retourner à l'endroit où sont morts des aïeux. Est-ce qu'ils ont conscience de la mort en tant que telle? C'est difficile de dire si un animal a conscience de la mort. Voilà. Ça, c'est très difficile à dire. Et en plus, les cimetières d'éléphants, c'est souvent en fait des problèmes écologiques. Beaucoup sont morts et ils se sont retrouvés effectivement en grand nombre là. C'est pas qu'ils ont un cimetière où ils ont été. En l'occurrence, ce qu'on sait, mais finalement ça frappe sur les éléphants, c'est que tous les animaux, quand il y a un animal blessé, on revient à l'empathie, cherchent à soulever que ce soit d'ailleurs même des bovins ou quoi. Et l'éléphant avec sa trompe soulève très souvent des animaux morts. Donc c'est effectivement une conscience. Maintenant, qui a conscience réellement de la mort? Vous savez, nous on fait ce fameux travail de deuil, mais sinon la mort en soi, on ne sait pas le moment où ça passe. Et on le voit chez les grands singes, quand un jeune meurt, la mère le porte très longtemps encore. Elle ne comprend pas qu'il est mort. On parle souvent de chats ou de chiens qui appréhendent la mort de leur maître et qui restent. C'est vrai ces histoires et qui... Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est difficile à vérifier. Moi, j'ai un cas précis d'un chat que j'avais connu qui dormait avec une personne que j'ai bien connue. Et cette personne est morte et le chat est allé dormir sur sa tombe. Mais donc, tout ça, c'est des anecdotes, c'est très difficile à... En tout cas, ce qui est vrai, c'est que les chiens, notamment, et probablement les chats, mais les chiens ont un ressenti, de par leur odorat très développé. Par exemple, on utilise de plus en plus de chiens pour détecter certains cancers, par exemple. Donc, ils ont une capacité à sentir, justement, les choses. Par contre, effectivement, il y a beaucoup de légendes urbaines, même si certaines anecdotes peuvent être vraies, mais autour de chiens retournant sur les tombes de leurs maîtres disparus, etc. Ça crée et ça permet aussi de... C'est difficile de savoir pourquoi ils y vont. Je veux dire, souvent l'odorat. Ils suivent les traces de gens connus et ils retournent sur le cimetière à travers l'odorat. Il y a des chats qui prédisent la mort de patients. Il y a des chats qui sentent le... Après, on fait de l'interprétation aussi. Moi, j'ai vécu personnellement l'exemple suivant. Un chien qui était très proche d'un autre chien et ce chien-là c'est l'interprétation qu'on a fait, a senti la mort de l'autre chien. Quand il s'est fait percuter, il s'est mis, alors qu'il n'était pas à côté, à hurler. Ouais. Alors c'est l'interprétation qu'on en fait. Alors justement, sait-on si les animaux rêvent?
Bien sûr. Oui. L'activité. Bien sûr. On peut repérer le rêve par des enregistrements électroencéphalographiques et les mammifères et les oiseaux rêvent. Ils font des cauchemars. Ils font des cauchemars comme nous. Ils sont somnambules. Somnambules, je ne sais pas. Si, il y en a certains chiens, si. Bon, ils rêvent comme nous. Ils ont Alors, une action. Question pour la juriste. Un couple ayant un animal divorce, à qui sera confié l'animal? Alors, normalement à son propriétaire. Simplement, si le couple est marié sous le régime de la communauté, c'est vrai que justement, avec cette nouvelle disposition, les juges vont peut-être ils sont déjà confrontés à la situation. Donc maintenant, ils prennent plus en compte. Alors ça dépend s'il y a des enfants ou pas dans la famille. Et c'est vrai que maintenant, la garde du chien, qui est pourtant un bien, est confiée pas nécessairement au propriétaire, mais va suivre les enfants. On peut envisager une garde alternée pour le... Ça existe. Pour le chat ou le poisson. En ces termes-là, mais effectivement, avec un droit de visite. Un droit de visite. Voilà. Un propriétaire habillant son chien ridiculement pour l'hiver est-il condamnable? Non. Si c'est pas un mauvais traitement, il ne sera pas condamné. Il faut quand même affronter, on voyait tout à l'heure la poussette là, pour chien âgé, il faut affronter le regard des passants ensuite, non? Oui, mais ça va évoluer très vite. En fait, vu le business qui est en train de se développer autour de ça, je peux vous assurer que d'ici 10 ans, ça sera assez courant de voir ce genre de choses. Au Japon, par exemple, c'est des choses qui sont l'animal de compagnie, le chien, etc., miniature, avec ce type de comportement, est quelque chose de très courant. Selon vous, les animaux font-ils la différence entre le bien et le mal? Pas autant que nous, mais je pense que certains animaux savent très bien quand ils ont fait une bêtise ou qu'ils n'ont pas faite. Ils ne font pas souffrir gratuitement. Ça, c'est très difficile à dire. Il y a certains animaux qui peuvent le faire. Les hyènes sont connus pour être... Il faudrait être dans la tête de l'animal. Ça, c'est très difficile à dire. Les hyènes, sympathiques. En tout cas, d'après certains zoologues, les hyènes ont justement, comme l'homme, parfois, tuent gratuitement. Ou le chat qui joue avec la souris. Il y a eu des cas de chimpanzés. Ça fait de l'apprentissage souvent. Là, il y a eu des massacres de nouveau-nés par les chimpanzés aussi. À dire. Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée ce soir à 22h25. Rendez-vous lundi pour un nouveau C'est dans l'air avec Yves Calvi. D'ici là, bon week-end. Merci de votre fidélité et à lundi.